On considère le groupe alterné sur 5 éléments, donc c'est un groupe qui est formé de 60 permutations paires, et on va démontrer que A5 ne contient aucun sous-groupe d'ordre 30. Autrement dit, si H est un sous-groupe de A5, alors l'ordre de H est différent de 30. La preuve qui va être donnée sera élémentaire au sens où elle n'utilisera pas le résultat selon lequel donc le groupe A5 est simple. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si H est un sous-groupe distingué de A5, alors H est le groupe réduit à un élément, donc l'élément neutre de A5, ou alors H est égal à A5 tout entier. En fin de vidéo, je montrerai en quoi ce résultat permet de prouver presque immédiatement que A5 n'admet aucun sous-groupe d'ordre 30. Tous les groupes que je vais invoquer seront notés multiplicativement et tout va reposer sur le résultat suivant que je vais qualifier de lemme. Et il dit que si H est un sous-groupe de G, d'une manière générale, G est un groupe quelconque, admettant donc un sous-groupe H tel que l'indice de H dans G soit 2. Alors, si on a ça, eh bien, le carré de tout élément de G appartient à H. On peut prouver directement ce résultat, et j'y reviendrai en fin de vidéo, mais on peut donner une preuve relativement rapide si on utilise le résultat suivant bien connu. Si donc H est un sous-groupe d'indice 2 dans G, alors il est bien connu que le sous-groupe H est distingué dans G. Je vais admettre ce résultat et à ce moment-là, je peux considérer le groupe quotient, donc G sur H, et donc on sait que l'ordre de Q, c'est le nombre de classes à gauche, donc c'est 2. À partir de là, on applique un corollaire du théorème de Lagrange qui nous dit que si donc on considère un élément du groupe Q, c'est-à-dire qu'on se donne un élément quelconque petit g de grand G, on prend sa classe, donc cette classe appartient à Q, et si cet élément, on l'élève à la puissance l'ordre de Q, on sait que ça fait le neutre de Q. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça dit que la classe de G au carré, eh bien, c'est la classe du neutre de G. Mais d'après la loi quotient, le carré de la classe de G, c'est la classe de G au carré, qui est donc égale à la classe du neutre. Et par conséquent, ici on doit comparer deux classes d'un même groupe quotient. On sait que à ce moment-là, G2 appartient au groupe par lequel on quotiente, c'est-à-dire H. Le G2 que j'ai utilisé fait référence au G au carré, dont on prend la classe au-dessus. Donc ceci démontre le lemme. Donc revenons à notre situation. Pour alléger les notations, je vais noter le groupe alterné A5, je vais le noter G. Et puis je vais considérer H, un sous-groupe de G, qui va être d'ordre 30. Donc je calcule l'indice de H dans G. Et comme G est fini, je sais que cet indice, il vaut le quotient des ordres des groupes, donc l'ordre de G divisé par l'ordre de H, c'est-à-dire 60 divisé par 30, ce qui fait 2. Donc on se trouve dans la situation du lemme, et on peut affirmer que quel que soit petit g dans grand G, eh bien, le carré de G appartient à H. Donc ceci nous conduit à introduire l'ensemble de tous les carrés de G, donc je vais l'appeler l'ensemble C, et il est formé des G au carré lorsque petit g parcourt notre groupe G. Donc d'après ce qu'on vient de voir, l'ensemble des carrés est inclus dans H. Et par conséquent, j'en déduis que le cardinal de l'ensemble des carrés est inférieur ou égal à l'ordre de H, et l'ordre de H, c'est 30.
Et justement, on va voir qu'il y a trop de carrés dans A5 pour qu'ils tiennent dans H. Donc on va essayer de dénombrer les carrés de A5. Alors on va dire que A5 est un groupe qui agit sur les 5 éléments, les entiers de 1 jusqu'à 5. Alors dans A5, on a des 5 cycles, donc G égale A, B, C, D, E. Donc ça c'est un 5 cycles. Et un 5 cycles est une permutation paire. Donc comme G est un 5 cycles, ça veut dire que l'ordre de G est égal à 5. Donc ça veut dire que G puissance 5, c'est l'identité de E. Et donc là, j'en déduis en multipliant de part et d'autre par G que G puissance 6 est égal à G. Et ça, je peux le lire, G égale G puissance 6, qui est le carré de G au cube. Donc évidemment, G au cube appartient à G, et par conséquent, eh bien, je vois que petit g est un carré, donc c'est un élément de C. Par conséquent, si je définis C5 comme étant l'ensemble des 5 cycles de A5, eh bien, je vois que C5 est inclus dans C. Faisons exactement le même raisonnement avec les 3 cycles. Si je prends G égale ABC, un 3 cycles, c'est une permutation paire. Et puisque c'est un 3 cycles, je sais que l'ordre de G, c'est égal à 3. Donc, ça veut dire que G au cube, c'est l'identité de E. Donc, en multipliant par G de chaque côté, j'obtiens que G4 est égal à G. Et ça, je peux encore le lire, G égale G au carré, au carré. Donc, le membre de droite appartient à C. Et je vois donc que petit g est un carré. Par suite, si j'introduis C3, l'ensemble des 3 cycles de A5, alors on vient d'établir que C3 est inclus dans C. Donc finalement, on vient de voir que C3 union C5 est inclus dans C. Maintenant, on va calculer les cardinaux de ces deux ensembles. Donc, commençons par calculer le nombre de 5 cycles dans A5. Alors, un 5 cycles, ça a la forme suivante, disons A, B, C, D, E. Et donc, le support, c'est l'ensemble E des entiers de 1 à 5. Et on sait très bien que quand on dispose d'un cycle, on peut toujours le représenter en plaçant en première position un élément arbitraire de son support. Donc ici, comme 1 est dans le support, je peux faire suivre 1 de 4 éléments x, y, z, t, qui vont être parmi les entiers de 2 jusqu'à 5. Bon, il en résulte que le nombre de 5 cycles de A5, c'est le nombre de permutations des 4 autres éléments du cycle. Donc il y en a factoriel 4 est égal à 24. De la même façon, cherchons le nombre de 3 cycles dans A5. Donc un 3 cycles, c'est de la forme ABC. Donc j'ai combien de choix possibles pour le support? Eh bien, c'est 3 éléments à choisir parmi 5. Et puis, une fois le support choisi, je peux placer arbitrairement un élément en première position. Et ensuite, j'ai autant de 3 cycles qu'il y a de façons de permuter les 2 autres éléments. Donc, comme il n'y a que 2 éléments, il y a 2 façons de les permuter. Et donc, au total, 3 parmi 5, ça fait 2 parmi 5. Donc, ça fait 10 multiplié par 2, ça fait 20. Donc, ça, c'est le cardinal de l'ensemble C3. Donc finalement, on voit que la somme des cardinaux de C5 et de C3, eh bien, c'est 24 plus 20, ce qui fait 44. Et ça dépasse l'ordre de H qui était 30. Donc d'après ce qu'on a vu plus haut, on en déduit que le cardinal de C
est supérieur ou égal donc à 30 et même strictement supérieur à 30. Or, on avait vu un petit peu plus haut que le cardinal de C était inférieur ou égal à l'ordre de H qui était 30. Donc ceci est une contradiction et par conséquent ça prouve que H, sous-groupe d'ordre 30, n'existe pas dans A5. Maintenant, en quoi l'argument selon lequel A5 est un groupe simple est-il décisif? Eh bien, si H est un sous-groupe de A5 qui est d'ordre 30, à ce moment-là, ça entraîne que l'indice de H dans G, comme on l'a vu tout à l'heure, est 2. Et comme on l'a vu tout à l'heure aussi, ça entraîne que H est distingué dans G. Et ça, évidemment, comme H est d'ordre 30, ça contredit le fait que A5 est un groupe simple, puisque les seuls sous-groupes distingués de A5 ont pour cardinaux 1 ou 60 et pas 30. Maintenant, donnons une preuve directe du résultat qu'on avait qualifié de lemme, et selon lequel si H est un sous-groupe de G qui est d'indice 2, alors tous les carrés d'éléments de G sont dans H. Donc supposons que H vérifie les hypothèses, que H soit d'indice 2 dans G, ça veut dire qu'il y a deux classes à gauche dans G modulo H. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que G s'écrit comme réunion de deux classes, donc une c'est H, et une deuxième classe qui va être GH, où G est un élément de G et qui n'est pas dans H. Donc là, j'ai deux classes modulo H, deux classes à gauche. Maintenant, qu'est-ce que je veux démontrer? Je veux démontrer que quel que soit l'élément X de G, X carré appartient à H. Donc en fait, je vais discuter, je vais considérer deux cas. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais ici, on a une partition, c'est-à-dire qu'on a une réunion disjointe. Donc, premier cas, c'est le cas où X est choisi dans H, donc ici, et à ce moment-là, bon, il est immédiat que X2 appartient à H, puisque H est un sous-groupe de G. Maintenant, regardons le deuxième cas, donc c'est le cas où X n'est pas dans H, mais comme on a une partition de G entre H et GH, ça veut exactement dire que X appartient à GH. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X s'écrit G petit h. Il existe un petit h dans grand H, tel que X s'écrive G petit h. Donc, j'en déduis que X au carré est égal non pas à G carré H carré, mais est égal à GH multiplié par GH, puisque je ne sais pas si G et H commutent. Et je vais démontrer que X2 appartient à H. Donc comme j'ai une partition, je vais supposer que X2 est ici, et je vais aboutir à une contradiction, ce qui me prouvera que X2 est dans H. Donc faisons l'hypothèse que X2 appartienne à GH. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un certain H' appartenant à H, tel que X2 s'écrive GH'. Mais X2, c'est GH, qui est donc égal à GH'. Je vois que par la gauche, je peux simplifier par G, et maintenant, je vais pouvoir isoler G à gauche. Donc, j'obtiens que G est égal à H puissance moins 1, H', H puissance moins 1. Or ça, c'est le produit de trois éléments de H, parce que H est un sous-groupe de G. Donc, on aurait que G appartient à H, mais un petit peu plus haut, on avait bien dit que G n'était pas dans H, puisqu'on avait deux classes distinctes. Donc, on obtient une contradiction. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Eh bien, ça prouve que X2 n'appartient pas à GH, et comme on a une partition de G, ça veut dire que X2 appartient à l'autre membre de la partition, c'est-à-dire à H,
Et c'est exactement ça qu'on voulait démontrer. On l'a fait dans le premier cas et dans le deuxième cas. Donc ainsi, on vient d'établir que pour tout x dans G, le carré de x appartient à h comme souhaité.